Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Lestat JDR pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on parle de magie. Et cela va être un plaidoyer pour une magie plus rare, plus dangereuse, plus mystérieuse même. Je vais donc vous partager la vision que j'ai de la magie dans mes parties, comment je l'utilise et quels sont les avantages euh, dans le fait de lui redonner cette aura de mystère, comment je le fais. Ce ne sera pas la vision que tout le monde aura, hein, d'autres personnes ne seront pas intéressées par le fait de pratiquer la magie comme ça, mais je vais vous partager quand même la manière dont je l'envisage. C'est vrai que dans la fantasy, même dans d'autres univers, la magie, c'est un élément prééminent, et on retrouve souvent les mêmes pontifs. Les boules de feu, les éclairs, les métamorphoses. Rien de mal, c'est même parfois tout à fait grisant, mais ce sont des sorts bien visibles, bien tangibles. Euh, Très souvent d'ailleurs, les personnages lanceurs de sorts sont, j'ai envie de dire, disproportionnellement puissants. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de la magie par rapport au fait de manipuler simplement un arc ou une arbalète. Il faut bien que la magie ait quelque chose d'assez incroyable. Sauf qu'il y a rarement des contreparties. Et donc, ma vision de la magie est un peu différente. L'objectif est de rééquilibrer déjà son utilisation en jeu de manière pratique, hein, par rapport à d'autres joueurs qui ne sont pas des lanceurs de sorts, mais également de lui donner une saveur bien particulière, lui redonner son aura de mystère, plutôt qu'elle ne soit qu'une simple arme de plus dans l'arsenal des joueurs. Et j'agis pour cela sur trois aspects. Le risque et le coût de la magie, le fait qu'elle soit rare, donc sa rareté, et le fait qu'elle soit moins visible et moins codifiée. Donc, effectivement, ce n'est pas un concept nouveau, mais je pense qu'il est important que la magie, puisqu'elle est puissante, ait un coût, soit systématique, soit un coût potentiel, donc un risque dans son utilisation. Sinon, encore une fois, elle n'a pas de désavantage et elle est puissante sans rééquilibrage, sans coût, sans risque. Warhammer le faisait très bien à mon goût avec les échos du chaos. C'était même pas d'ailleurs l'échec d'un sort qui crée un écho du chaos, une conséquence, c'était le fait de faire un double, un triple ou un quadruple sur un jet de dés, et même si le sort était réussi, il pouvait se passer une catastrophe. Et je pense que ça, quitte à ce qu'on continue à utiliser des sorts visibles, les boules de feu, les éclairs, j'en reviendrai là-dessus, mais pourquoi pas, mais faire en sorte qu'il y ait un risque dans leur utilisation. J'aime le fait que les magiciens, les sorciers, soient encouragés à utiliser leur magie avec parcimonie. Parce que si elle a un vrai risque ou un vrai coût, un coup, ça peut être un coup, vous perdez de la santé, ou même de la santé mentale, ou vous êtes fatigué. Je crois que Shadowrun faisait ça, hein. Utiliser la magie vraiment vous drainait, donc il y avait un vrai coup, un affaiblissement derrière. On pourrait imaginer que la magie et son utilisation excessive puisse vous faire vieillir plus vite. Bref, des choses comme ça bien tangibles. Et le fait qu'il y ait ce risque et ce coût va encourager les sorciers à ne pas faire montre de leur puissance trop souvent. Je pense notamment à Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Il est extrêmement puissant, on le sent, c'est tangible, et pourtant lui-même rechigne à utiliser la magie autrement qu'en dernier recours. Et j'aime vraiment cet aspect dans la magie, qu'on sente qu'elle est dangereuse et que donc on soit encouragé à l'utiliser avec parcimonie, aussi puissante soit-elle. À mon goût, elle ne devrait jamais être anodine. Alors évidemment, si tout le monde dans votre univers peut, d'une manière ou d'une autre, maîtriser la magie, la question ne se pose pas. Euh, mais moi, je prône le fait que la magie reste rare et mystérieuse, et ça me mène donc au second point. Pour préserver cette aura de danger, de mystère autour de la magie, finalement, pour lui rendre cette caractéristique magique, pour qu'on ressente cette nature magique, à mon avis, il faut qu'elle soit rare, la magie. Alors vous me direz, c'est un concept qui n'est pas nouveau, que j'invente rien, que le concept de la magie rare, on le retrouve souvent dans les jeux de fantasy. Je parlais de Warhammer tout à l'heure. Warhammer dit clairement que les mages sont mal vus, ils sont rares. D'accord, c'est souvent dit, mais c'est souvent peu ressenti en pratique. Parce que même dans les univers dans lesquels il est dit que les mages sont rares, eh bien finalement, déjà les personnages joueurs peuvent être des mages, on les rencontre assez souvent et on les appelle des mages. Oh, c'est un mage. Certes, c'est rare, mais c'est un mage. Ça veut dire que on a tendance à les qualifier. On les voit déjà comme un groupe bien défini. Et à partir du moment où on est capable comme ça de qualifier une population, ça sous-entend une récurrence. Et donc, ça sous-entend une rareté finalement toute relative. Même dans Warhammer, la magie a des collèges de magie.
si vous voulez. Donc ils ont beau être rares, on part du principe qu'ils existent, qu'ils sont là. Donc le fait d'en croiser un, même s'il est rare, finalement, est-ce si incroyable que ça? Je ne pense pas. Je pense vraiment que la magie devrait être rare, que dans les jeux, dans les parties, on devrait la faire intervenir rarement. Et lorsqu'elle intervient, le simple fait qu'elle intervienne devient un événement. J'en parlais dans ma vidéo sur le pourquoi j'aime tant la low fantasy, c'était pareil pour les éléments de fantastique. J'adore le fantastique, mais je trouve que cet élément doit être rare parce que lorsqu'il intervient, s'il est suffisamment rare, le simple fait qu'il intervienne est un événement. Et bien à mon avis, ça doit être pareil pour la magie. Donc, maintenez une vraie rareté de la magie, y compris dans la pratique, dans les parties. Ne la faites pas intervenir régulièrement. C'est la même chose pour les objets magiques. Moi, j'en utilise très peu, pour pas dire pas du tout, mais n'allons pas dans une radicalité. Pour l'exemple, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait des objets magiques dans tous les sens. Et à mon avis, lorsqu'il y a un objet magique, il est important que cet objet magique ait une histoire, soit lié directement à un élément de l'intrigue, voire qu'il devienne un élément de l'intrigue lui-même, plutôt que d'être simplement un objet magique qui va être là et qui n'offrira qu'un avantage au joueur qui va l'utiliser. Enfin, dernier point, mais non des moindres, en fait c'est un peu deux points en un, le fait que la magie soit moins visible et moins codifiée. Moins visible. Je parlais tout à l'heure des sorts comme les boules de feu et les éclairs. C'est très bien, je vous l'ai dit, ça peut être grisant. J'ai rien contre ça, ça peut être très amusant. J'ai récemment joué un personnage qui pouvait se faire pousser des ailes dans le dos. Enfin, j'ai vraiment absolument rien contre ça. Mais c'est vrai que dans mes parties, dans mon univers, j'aime bien que la magie ne remette pas trop en cause, toute proportion gardée, le réalisme perçu du monde. Et à partir du moment où vous mettez une magie qui est visible, qu'on peut identifier clairement, un éclair, une boule de feu, tout de suite, ça remet un peu en question le réalisme et j'ai tendance à préférer une magie qui est plus sous-entendue, devinée, ou en tout cas qui n'est pas observée directement avec vos yeux. Par exemple, je vous invite, si vous voulez rendre cette magie moins visible, moins ostentatoire dans son utilisation, privilégier des magies divinatoires ou des magies qui vous permettent de parler avec des morts que les autres ne verront pas, donc ça sera pas vraiment visible. Des malédictions. Une malédiction, après tout, si vous êtes maudit et qu'il vous arrive des problèmes, on pourra toujours se demander est-ce que c'était vraiment une magie ou est-ce que c'était juste pas de chance. On ne la voit pas, la malédiction, on ne voit que ses conséquences bien souvent. Sauf si évidemment vous vous transformez en mort-vivant. Mais à la limite, pourquoi pas, on n'a pas vu ce qui s'était passé au moment où vous avez reçu la malédiction. Ou pour des effets un petit peu plus visibles, comme pourquoi ne pas passer par des rituels. On le voit beaucoup dans l'appel de Cthulhu, les personnages ne sont pas des sorciers et des mages, mais ils peuvent utiliser des grimoires, lancer des sorts avec des rituels, et le côté rituel donne un accès plus difficile à la magie. Il faut des ingrédients, il faut mettre en place, il faut incanter, c'est long. On en revient à cette idée de contrebalancer la puissance de la magie. On voit qu'il y a un effort à fournir. Donc ça, à la limite, pour les rituels, le côté visible me gêne moins. Encore une fois, l'effet du rituel pourrait ne pas être observable strictement avec vos yeux. Voilà, je pense que ce sont des éléments, pas forcément exclusivement, mais à privilégier dans votre magie pour que celle-ci soit vraiment là, qu'on la ressente, qu'on la perçoive, mais qu'elle ne soit pas ostentatoire en termes de visibilité, pour préserver justement son mystère. Car je disais que l'objectif est aussi de qu'elle préserve son aura de mystère, et c'est un peu comme l'horreur, à partir du moment où vous voyez les choses clairement, eh bien le mystère s'estompe. Et je pense que c'est un peu la même chose pour la magie. Le fait de la voir en action, une boule de feu, un éclair, finalement, la rend un petit peu plus triviale. On la comprend, on la voit, tout de suite on sait ce qui se passe. Et d'ailleurs, cette notion de savoir, de comprendre, me mène à la seconde partie de ce dernier point, à savoir le fait que j'encourage une magie moins codifiée. Bien souvent, vous avez une magie avec un système de magie, avec des listes de sorts, par vent de magie ou par école de magie. Il y a la nécromancie, le démonisme, la magie des druides ou la nature, les métamorphoses. Bref, tout ça est extrêmement clair et codifié. Il y a des collèges de magie, des écoles. Et à partir du moment où vous codifiez, c'est que vous comprenez.
Et d'ailleurs, même si les personnages ne connaissent pas tout ça, vos joueurs vont les connaître, et quand ils vont rencontrer des lanceurs de sorts, des sorciers, ils vont tout de suite se poser la question de savoir à quelle école de magie il appartient, quel sort il pourrait lancer. Ils intellectualisent et ils sont capables de comprendre. Euh, Moi, j'aime le fait que, à la limite, on ne parle même pas de mage ou de lanceur de sorts, mais de sorcier, sorcellerie, sans vraiment savoir ce qu'on peut mettre dedans. J'aime que la magie, que la sorcellerie puisse être n'importe quoi, qu'il n'y ait pas forcément un système qui la codifie, et qu'à chaque fois qu'on la rencontre, ça puisse être complètement différent. Comme ça, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et parfois, il peut même falloir du temps avant qu'on identifie qu'un phénomène soit d'origine magique finalement, car on ne sait pas ce qu'elle peut faire, cette magie, elle est tellement diverse et variée. Ça va aussi insuffler plus de méfiance, pour le coup, de la vraie méfiance à l'égard de la magie, parce que la méfiance vient du fait qu'on ne sait pas à quoi s'attendre de pratiquants de magie ou des sorciers ou de la sorcellerie en général. Donc pour moi, c'est un élément important. Alors vous allez me dire, et je terminerai par ça, comment on fait pour avoir des personnages joueurs qui manipulent la magie si on ne la codifie pas? C'est une excellente question. Alors, moi, j'ai une solution radicale à ça, et je sais qu'elle ne plaira pas à tout le monde. Moi, dans mon univers, je n'ai pas de personnage joueur qui manipule la magie. Un personnage joueur ne peut pas dire j'ai envie de faire un lanceur de sorts, je vais faire un mage, un sorcier de telle école. Non, ça n'existe pas. Par défaut, il n'y a pas de sorcier, de mage dans les personnages joueurs. C'est un choix, et là, effectivement, quand la magie intervient, je peux vous dire que ça a fait son effet. Maintenant, ce n'est pas parce que les joueurs ne peuvent pas décider au commencement qu'ils sont des sorciers ou des mages que des pouvoirs ne peuvent pas se développer plus tard dans le jeu. Et je vous encourage, pourquoi pas, à doter vos joueurs, ou certains d'entre eux ou l'un d'entre eux, de pouvoirs, du moment que ça a une cohérence dans ce qui se passe. Il doit y avoir une raison, qu'on puisse découvrir pourquoi. Le fait d'avoir trouvé un objet magique qui va donner des pouvoirs, le fait d'avoir été béni, maudit, peu importe, d'être possédé, que sais-je. Mais justement, cette acquisition de pouvoir doit être une réelle opportunité d'intrigue. Ça doit être intrinsèquement lié à l'histoire pour que ce soit vraiment important. Et ce qui est intéressant lorsque la magie est justement moins codifiée, c'est que même lorsque c'est un joueur ou un personnage joueur qui va gagner ses pouvoirs, lui-même ne saura pas à quoi s'attendre vis-à-vis de ses pouvoirs. Quels sont réellement mes pouvoirs? Ceux-ci peuvent se manifester d'ailleurs de manière totalement hasardeuse. Quelles sont les conséquences de l'utilisation de ces pouvoirs? Y en a-t-il seulement? Lui-même ne le saura pas. Et ça sera tout à fait intéressant. Et la magie préservera son mystère, même lorsqu'elle sera manipulée finalement par un personnage joueur. Évidemment, au fur et à mesure, il sera capable peut-être mieux de la comprendre, de l'appréhender, etc. Bien évidemment. Mais il faudra du temps. Et je trouve ça particulièrement intéressante. Voilà, ce sont mes idées pour redonner à la magie vraiment son aura de mystère, contrebalancer sa puissance en imposant des risques et des coûts à son utilisation et en la rendant plus discrète et plus rare. J'espère que ça vous aura intéressé, que cela vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce bleu et également la cloche pour avoir des notifications pour les prochaines vidéos. Et je vous dis d'ailleurs à très bientôt pour la prochaine.